Ouais, bonjour, une nouvelle vidéo sur la chaîne du Fruitien. Bienvenue à tous. Toujours vidéo qui est toujours tournée sur l'étang de Novospassky. Il y a presque l'œil du soleil aujourd'hui. C'est ce dont on manque le plus à Moscou. C'est pas un problème de froid, c'est un problème de lumière. Alors avant de déménager à Moscou, faites des stocks de vitamines et de lumière. Voilà, donc petite vidéo aujourd'hui pour parler de la mobilisation qui a eu lieu en Russie l'automne dernier et la mobilisation, les mobilisés, comment ça s'est passé, et aussi parler des émigrés, c'est-à-dire des Russes qui sont partis en 2022. Voilà, de parler de ça en Russie et de comparer avec l'Ukraine, parce que c'est toujours intéressant de comparer. On entend beaucoup sur internet ces temps-ci d'analyses assez foireuses, que ce soit des pseudo-influenceurs, des journalistes ou des experts de plateau français. Voilà, donc je vais vous dire comment ça s'est passé, je vais vous donner mon point de vue, et puis je vais comparer avec l'Ukraine. Alors, tout d'abord, on va parler de la Russie, la mobilisation en Russie. Donc, savoir qu'en Russie, tous les hommes sont censés faire le service militaire entre 18 et 27 ans. Donc un an de service militaire, et à la suite de ce service militaire, ils ont ce qu'on appelle un voyny bilet, donc un billet militaire, qui qualifie le service et sur lequel il est indiqué leur position, leur spécialité, ce qu'ils ont fait, etc. Voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les structures, la structure qui encadre tout ça, qui encadre la pratique militaire et de la mobilisation notamment, qu'on appelle le Voenkomat, qui est le bureau militaire, c'est une structure qui en Russie est particulièrement poussiéreuse, soviétique, qui est extrêmement retardée, extrêmement... c'est une structure brutale et poussiéreuse. Voilà, je crois que c'est la meilleure qualification. Donc globalement, voilà, c'est raide, c'est rêche, c'est dur, c'est autoritaire, et globalement, on a pu le voir, les fichiers sont pas au point. Donc évidemment, quand les autorités russes ont déclaré, je crois que c'était le 21 septembre dernier, la mobilisation en Russie, déjà c'est 300 000 personnes à peu près, 300 à 500 000, 30 000 volontaires, après il y a eu 40 000 personnes dans les prisons par Wagner, en tout cas, officiellement c'est 300 000 personnes. Quand ça s'est déclaré, clairement le système n'était pas prêt le système administratif des bureaux militaires, des Voenkomat, n'était pas capable en fait, peu capable de procéder de façon normale, de façon juste, de façon équitable, et peu capable en fait d'utiliser un registre disponible de gens qui, dans les profils et les expériences, première chose, correspondaient aux gens qui étaient censés être mobilisés. Donc, comme toujours en Russie, le diapason entre les choses, s'il est de 1 à 3 en France, il est de 1 à 30 ici. Donc les niveaux de vie sont ultra différents, les coûts de vie sont ultra différents. Vous avez des administrations comme à Moscou qui marchent, qui sont ultra digitales, où il y a peu de problèmes. Et puis vous avez des administrations dans des petites villes, où là c'est extrêmement pas prêt. C'est pourri, c'est à l'ancienne, c'est corrompu, c'est désorganisé, c'est déstructuré. Donc quand la mobilisation a commencé, globalement, elle s'est déroulée, si on compare avec ce qu'on serait capable de faire pareil dans un pays européen, c'est une question intéressante. Mais évidemment, elle s'est déroulée avec des bugs en Russie. Alors pourquoi il y a eu des bugs? Parce que vous avez des bureaux militaires dans des villes auxquelles on dit il faut 1000 personnes. Et puis ils sont aperçus que les fichiers n'étaient pas au point, qu'ils n'avaient pas les 1000 personnes, donc il fallait trouver 1000 personnes. En fait, c'était ça, c'est toujours un peu cette espèce de mentalité administrative de remplir le KPI sans faire attention à la façon dont on arrive à ce KPI. Donc il y a des endroits où on a pris au forcing des gens, même sans qualification militaire adéquate. Il y a eu des bugs assez célèbres. Il y a un handicapé de 58 ans qui a été recruté. Finalement, il n'a pas été pris, mais enfin, il a reçu une povestka, ce qu'on appelle une povestka. Donc, c'est une invitation à la convocation. Et voilà, il y a eu un cas tragique à Moscou. Il y a un IT de Sberbank, qui est une plus grosse banque d'État, qui a été envoyé sur le front, lui sans préparation. Ça, c'est un autre problème. Et il a été tué. Donc, des bugs, il y en a eu.
Il y en a eu. Récemment, les autorités russes ont dit qu'elles avaient rapatrié 9000 personnes qui avaient été mobilisées par accident. Ça fait quand même 5 mois qu'ils sont sur le front par accident. Donc 9000 sur 330 000, ça fait 3 et 3%. Bon, c'est une stat comme une autre. Évidemment, c'est 3% de trop. Mais voilà comment ça s'est passé. Et puis voilà, donc globalement, ben, ça s'est fait de façon difficile. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la Povestka, qui est le document en fait qui vous invite à vous enrôler, ben, on le reçoit de deux façons. Soit on tape chez vous à la maison, et il y a les gens du bureau militaire de Voenkomat qui vous le font signer. Donc vous signez et dans 3 jours vous devez vous présenter, ou dans une semaine vous présenter à tel endroit pour être envoyé sur le front, enfin être formé puis envoyé sur le front. Soit on le reçoit au travail. Donc c'est par le biais des ressources humaines de votre entreprise, de votre employeur. Voilà, c'est deux façons. Donc évidemment, ben, qu'est-ce qu'ont fait les gens? Ils n'ont pas ouvert les portes quand on tapait, ils se sont cachés. Pas tout le monde, hein, mais voilà, ceux qui voulaient éviter la mobilisation. Et puis il y a des gens qui ont démissionné carrément. On a le cas de clients, voilà, de gens qui sont partis de chez eux. Donc ils ont quitté leur endroit de résidence ou d'enregistrement. Et ensuite ils ont quitté leur travail. Donc ils sont allés habiter ailleurs, ils sont partis dans l'Altaï, peu importe. Mais en tout cas ils ont été introuvables. Donc après, si vous refusez de signer la convocation aussi, vous cachez, ben, vous pouvez tomber dans un registre de la police pour fuite en fait. Donc il y a eu des cas, il y a des cas en cours, donc c'est assez compliqué. Mais bon, la Russie n'a pas fait de mobilisation depuis tant de temps, et le Voenkomat, le bureau militaire, est une structure à l'ancienne. D'ailleurs, Poutine vient d'appeler à le restructurer complètement d'ici 2024 ou 2025. Et ce sera une espèce de pendant administratif de Gosuslugi, mais là en physique, avec dessus absolument toutes les données des citoyens, les maladies, le statut marital, les enfants, tout. Voilà. Donc on se dirige vers un fort renforcement et une forte modernisation du Voenkomat, du bureau militaire. Ça, c'est la première chose. Mais voilà. Et puis évidemment, ben, toujours pareil, il y a des régions où ben, on n'a pas équipé suffisamment les hommes, où ils n'ont pas été suffisamment formés, parce que c'était le bordel, parce que c'était pas organisé, parce qu'il y a de la corruption, etc. Donc, mais ça, c'est un problème structurel, nombre de pays de l'Est. Mais voilà, ça s'est passé comme ça. Donc il y a eu une vague de mobilisation en Russie durant un mois. Il y a eu 330 000 mobilisés. Mais globalement, voilà, c'est la situation telle qu'elle est. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent d'une deuxième mobilisation. Voilà, l'avenir dira ce qu'il en est. Mais globalement, voilà, on en est. Après, comparé avec l'Ukraine. Ben, l'Ukraine, ils viennent de commencer leur 5e mobilisation cette année, je crois. Ils en ont fait 4 l'année dernière. Donc une première, c'est les soldats et les gens qui ont une formation militaire mais qui ont moins de 40 ans. La deuxième, ils l'ont étendue à tous les gens qui ne sont pas tombés dans la première vague, et plus les gens qui ont fait des formations militaires avant 2014. La troisième vague, ils l'ont étendue à la réserve civique. Donc c'est tous les gens qui ont des compétences ou qui ont fait le service juste, ou qui ont des compétences pour être utiles à l'armée. Et la quatrième de fin 2022, ben, ils l'ont étendue à encore plus aux gens qui n'ont pas de problème de santé, qui sont capables de physiquement être envoyés sur le front. Et là, ils viennent d'annoncer une mobilisation quasi totale. Donc là, ils recrutent les gens de 18 à 60 ans. Et il y a apparemment, il y a des déclarations de plus en plus récurrentes, et je pense que c'est vrai malheureusement, du fait que maintenant on commence à recenser les Ukrainiens à l'étranger. C'est-à-dire que les Ukrainiens en Pologne reçoivent des Povestka, reçoivent des invitations. En Angleterre, on a demandé aux gens qui hébergent les Ukrainiens de recenser les hommes, etc. Donc, plausiblement, il y a un déficit de capital humain disponible pour se battre, et par conséquent, ils sont en train de recruter même les Ukrainiens de dehors. Voilà, donc ça, c'est vraiment la situation telle qu'elle est. Mais je veux dire, c'est que quand il y a eu les premiers bruits de bugs en Russie pour la mobilisation, il y a tout de suite eu des procédures d'appel qui sont mises en place. Donc ça s'est supra-organisé dans un sens. C'est toujours trop long, c'est toujours trop compliqué.
c'est toujours... ça met du temps à se mettre en place en Russie les choses, c'est un gros pays, c'est administratif, donc c'est compliqué. Et plausiblement que s'il y a une seconde vague, ça se passera beaucoup mieux. Mais voilà, mais par exemple, moi j'ai fait refaire mon passeport intérieur, parce que quand on a 45 ans en Russie, on refait son passeport. Bon ben voilà, au MVD, ils m'ont posé des questions sur mon statut militaire, etc. Donc ils sont en train de mettre à... Enfin la police, au MVD à la police, ils sont en train de mettre à jour les fichiers, les registres, etc. Et par conséquent, voilà, je pense que ça va dans le bon sens, mais c'est... Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que, contrairement à ce qu'on a pu dire, non, ils n'ont pas... on n'a pas en Russie mobilisé d'étrangers, hein, c'est un délire total. Non. Il y a eu des coups de pression à Moscou notamment sur un groupement de travailleurs des centrales qui on a poussé, proposé de s'engager comme volontaires. Mais non, il n'y a pas d'étrangers qui peut être recruté et mobilisé. Ça n'existe pas, évidemment que non. Déjà les binationaux, ça a été un vrai problème parce que la confiance n'y est pas. Après ils ont dit non, on prend des binationaux mais qui sont russes depuis plus de 5 ans. Mais c'est sur dossier. Donc non, évidemment que les étrangers n'ont pas été mobilisés. Et c'est des rêves, et des fantasmes et des mensonges. Et même les binationaux, c'est un problème. Même les Ukrainiens devenus russes, c'est un problème. Donc quand on envoie l'armée se battre, on envoie les siens, on va pas les étrangers. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que contrairement à ce qu'on a pu entendre aussi, les tensions qu'il y a eu pour l'envoi des binationaux, elles sont aussi dues au fait qu'il y a énormément de ressortissants d'Asie centrale qui ont pris le passeport russe, mais ces États leur ont dit vous êtes nos ressortissants à l'étranger malgré tout, nous vous interdisons de participer à l'opération spéciale, vous engagez. Donc même les gens qui auraient été volontaires, s'ils le font, auraient été en problème quand ils reviennent chez eux. Il y a quand même beaucoup de gens qui font encore la navette, et donc compliqué. Et du coup, il y a une surenchère russe récente des autorités qui ont dit mais attendez, vous êtes des citoyens comme les autres ou pas, vous avez pris le passeport russe, c'est des droits mais c'est aussi des devoirs, et par conséquent voilà, il y a des catégories de nouveaux Russes, on va dire, qui sont plus visés, notamment les gens du Caucase ou d'Asie centrale, et qui vont être plausiblement plus incités en cas de mobilisation ultérieure à aller s'engager. Donc c'est un peu de revanche des Russes sur les déclarations des autorités des pays tiers qui ne veulent pas que leurs ressortissants participent à l'opération spéciale en Ukraine. Voilà, donc ça c'est sur les étrangers. Maintenant, un étranger peut s'engager dans une structure périphérique ou autre, Wagner ou autre, peut s'engager, peut signer un contrat, il peut se battre bien entendu. Mais dans le cas de la mobilisation, non, ça ne concerne pas. Alors, ça c'est une chose, et il faut bien voir que par exemple en Ukraine, parce que les plateaux télé français n'en parlent pas, parce qu'évidemment il faut le cacher, mais la mobilisation c'est une catastrophe. Ça s'est passé à l'autorité, je veux dire, ils ont évidemment que en Russie il y a eu quelques ratés, il y en a eu, hein, des contrôles dans les rues, des contrôles d'identité, des contrôles des invitations des Povestka qui étaient distribuées, etc. Il y a eu ça, coup par coup, par-ci par-là, donc ça a vraiment existé. Mais ça a été accidentel et pas général. En Ukraine, la situation elle est beaucoup plus grave. On arrête les gens dans la rue, on arrête les gens dans les... Il y a des militaires, enfin des gens des bureaux militaires qui sont cachés dans les ambulances, quand il y a des ambulances qui vont chercher des gens et qui donnent les invitations là. Il y a des arrestations chez les gens, il y a des arrestations dans les gares, à la sortie des trains, sur les plages, à Odessa, sur la plage, des gens qui marchent se font arrêter, on dit tiens, Vassili, voilà ton invitation, t'es convoqué dans une semaine pour aller te battre. Donc il y a vraiment une espèce de dimension terrible. Et on comprend, hein, là, ils en sont à leur 5e vague, il n'y a plus de capital humain, ils sont obligés de prendre de force les gens qu'ils trouvent et qui ne veulent pas aller se battre. Donc je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus catastrophique, massif, autoritaire, terrible, violent, inhumain et mal fait en Ukraine. Donc en Russie, il y a eu du raté administratif, mais globalement, on a démobilisé 9000 personnes en tension de guerre, avec sans doute toujours pas assez d'hommes sur le front. Donc mine de rien, si on devait comparer, et il faut le comparer,
c'est bien plus normal ce qui se passe en Russie que ce qui se passe en Ukraine. Alors après, ça c'est les mobilisés. Vous pouvez mettre un mobilisé russe, un mobilisé ukrainien, croyez-moi. Notamment sur la formation, l'équipement et bref. Après sur les... On parle beaucoup des émigrés. Alors, le truc des plateaux russes, c'est ah oui mais 500 000 Russes sont partis, c'est l'élite du pays, c'est fini, c'est les gens intelligents, etc. Non, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Quand il y a eu le début de l'opération spéciale, il y a 200-300 000 personnes qui sont parties. Beaucoup d'Haïti, beaucoup de gens d'Haïti. Et l'hyperclasse qui évidemment était se planquer en Suisse, en Turquie, Dubaï, en Israël, etc. Mais de cette première vague de départ, dans les chiffres publics, hein, plus de 50-60% sont déjà revenus. Donc il reste 80-100 000 personnes dehors. Peut-être sur cette première vague. Après, l'énorme vague, ça a été suite à la mobilisation. Pourquoi? Alors, quelque chose d'un peu subtil là. Dans les années 2000, la Russie sortait des années 90 terribles, etc. Et les gens ne voulaient pas aller faire leur service. Ils ne voulaient pas. Pourquoi? Parce que le service militaire à l'époque, l'armée n'était pas organisée, qu'il y avait la guerre en Tchétchénie, qu'il y avait des conflits, qu'il y avait du bizutage terrible dans les casernes, il y a eu des affaires de meurtre, etc. C'était terrible. Vous étiez mal logé, mal nourri, vous aviez froid, enfin les chiottes étaient sales, vous faisiez bisuter, taper dessus, mal entraîné, enfin c'était l'enfer. Donc les gens essayaient d'éviter le service militaire. Donc il y a toute une génération de gens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté le Voynibilette. Parce qu'à l'époque tout s'achetait en Russie. Ça a changé. Donc ils l'ont acheté. Donc vous avez des gens, 40 ans là, ils sont là, et puis ils ont un titre militaire tankiste, artilleur. Évidemment c'est ce dont la Russie a eu besoin là en septembre. Et évidemment qu'ils n'ont jamais été artilleurs tankistes. Et évidemment qu'ils n'ont jamais touché un fusil de leur vie. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont barrés. Parce qu'ils ont eu peur de se faire en prio mobiliser et de ne pas pouvoir s'enfuir. Parce que les professions spécialisées techniques de ce genre-là, c'est ce dont la Russie a eu besoin. Donc vous avez beaucoup de gens qui sont partis pour ça. Vous avez beaucoup de gens qui ont eu peur d'aller se battre. C'est normal. Et puis vous avez encore une fois la couche supérieure qui s'est installée à Dubaï. Et on a les chiffres des Russes qui sont partis. Alors, les chiffres russes, le FSB ne donne que le nombre de passages de frontières. Donc, si un citoyen passe 4 fois, il y a 4 sorties. Donc, c'est pas terrible. Par contre, avec du recul, on a les chiffres des pays d'accueil, en fait, avec le nombre de permis de résidence ouverts dans ces pays. Donc en tête, c'est la Turquie. Je crois 135 000, 140 000. Mais il faut bien comprendre que depuis les années 2000, en 20 ans, le nombre de mariages russo-turcs, ça se compte en centaines de milliers. Par conséquent, vous avez plein de familles mixtes, vous avez plein de parents turco-russes. Et donc, dans ces gens-là, évidemment que si vous êtes d'origine turque, vous avez la famille turque en Turquie, vous allez vous réfugier chez eux en tant que ça passe, quoi. Après, il y a la Géorgie. Je crois 90 000. Mais là, c'est pareil. Je lisais les statistiques des douanes géorgiennes, il y a énormément de binationaux qui sont passés. Donc c'est des Géorgiens qui ont pris le passeport russe et ceux qu'on vient de mentionner, que je viens de mentionner, que les autorités russes visent en leur disant vous êtes citoyen russe, vous devez assumer et on va peut-être en priorité vous mobiliser la prochaine fois. Donc vous avez dans l'espèce d'exode massif que décrivent les médias français et les journalistes, le plus vieux métier du monde. C'est n'importe quoi en fait. Parce que oui, vous avez, je pense, moi j'ai fait les calculs, je pense 700 à 800 000 personnes qui sont parties. Mais vous avez dedans beaucoup de binationaux, vous avez dedans aussi beaucoup de gens qui commencent à revenir. Moi j'en connais autour de moi. Et c'est pas du tout que l'élite, c'est des gens des petites villes, c'est des garçons de petites villes. Je veux dire, aujourd'hui vous allez en Arménie, je crois qu'en Arménie, Israël, Kyrgyzstan, Ouzbékistan, il y a 30-40 000 personnes, peut-être un peu plus en Arménie. Mais vous avez des serveuses russes, vous faites de la commande en ligne. C'est une Russe qui vient vous faire la livraison, donc c'est pas du tout l'élite du pays. C'est des petits gens, des gens normaux qui sont étrangers, qui cherchent un boulot. Et évidemment que ça va pas durer, parce qu'il faut survivre, parce que les législations se durcissent au Kazakhstan. Par exemple, on demande désormais un passeport extérieur et non plus intérieur pour un tas de documents et pouvoir résider. Donc il faut revenir en Russie le faire. Donc de toute façon, ce flux, c'est 600-700 000 personnes. Je crois qu'il y a eu 80 000 achats d'appartements à Dubaï. Bon. Mais ces gens-là, c'est pas la majorité du pays. Les hommes russes de 20 à 45 ans, ils sont 30 millions.
Donc là, on parle de 500 000 femmes, hommes, des familles. Bon, donc c'est peanuts. En fait, c'est beaucoup dans l'absolu, mais c'est peanuts. Mais surtout, voilà, on voit que par exemple en Argentine, ben, ils ont durci, qu'ils veulent plus que les femmes viennent accoucher juste pour la nationalité et le titre de séjour parce que l'enfant sera argentin. Ils sont en train de tout changer, la législation là. Ils ont bloqué des femmes à l'aéroport. Je mettrai les liens dans la description de la vidéo. En Géorgie, ça tourne vinaigre. Pour les pauvres Russes qui ont fui la mobilisation de Poutine, ben, maintenant il y a des restaurants interdits aux Russes. Il y a des menus pour les Russes qui sont 30% plus chers. Donc les Russes se font maltraiter. Ben oui, c'est dur dehors et ça va se durcir. Et il y a même un article du Monde là-dessus qui a dit c'est une honte, enfin c'est une honte, en nous expliquant comment les Russes étaient absolument maltraités en Géorgie et que beaucoup se posaient la question en fait de vivre dehors ou pas. Donc de toute façon, c'est pas si simple. Et beaucoup d'Haïti qui sont partis sont délocalisés hors de Russie, mais ils travaillent pour la Russie. C'est le cas de gros groupes russes. Ils ont juste sorti physiquement les Haïti de Russie pour pas prendre de risques, pour pas qu'ils se fassent mobiliser et perdre de la valeur et professionnelle et qu'un risque. Mais ils ont au contraire délocalisé en fait les Haïti en Russie, de Russie, et ils sont dans des pays voisins, mais ils travaillent pour l'État russe. Donc la situation elle est beaucoup plus compliquée que ce que les médias français en disent. Maintenant, il y a une situation à comparer, c'est l'Ukraine. L'Ukraine, il y avait 40 millions d'habitants avant le début de ces hostilités. 35, 40, 38, 39, dur à dire. Mais quelque chose comme ça. Ils sont moins de 20 millions les Ukrainiens aujourd'hui. Je veux dire, c'est comme s'il y avait eu 35 millions de Russes, si on compare les tailles de pays, 35 millions de Russes qui soient partis. Il faut imaginer ce qui se passe. Il y en a 4 millions en Russie, il y en a 9 millions en Europe. Le pays est complètement vidé. Vidé de toute sa matière grise. Il reste peut-être... il reste 6 millions d'hommes adultes en âge de se battre dans le pays, mais ces gens-là, ils travaillent. Ils sont en administration, ils n'ont pas fait le service ou ils ont acheté leur billet militaire. Donc aujourd'hui, c'est pas l'espèce de mythe sur l'exode des Russes de Russie, il est complètement faux. Il n'existe pas. Et c'est l'Ukraine qui s'est vidée, c'est pas la Russie. Donc, et c'est la Russie qui démobilise les gens mobilisés par accident. C'est pas l'Ukraine qui arrête les gens chez eux, qui arrête les gens à l'étranger. Donc la situation catastrophique sur le plan du capital humain, elle n'est pas du côté russe, elle est du côté ukrainien. Et c'est là que ça va mal. Donc c'est pas du côté russe, encore une fois. Donc il faut quand même toujours comparer. Et la situation n'est pas si cataclysmique que ça. Et puis il y a une chose, ces communautés russes qui vont survivre dehors, ceux qui ne vont pas rentrer. Bah, ils sont déjà suspectés d'être pro-Poutine, d'être les agents de la 5e colonne de la future opération spéciale dans un pays voisin. Mais c'est une blague bien sûr, mais pas vraiment en fait. Il y a des députés géorgiens qui ont dit ça. Et donc ces gens, avec la façon dont ils vont être traités en étant dehors, ils vont avoir de la rancœur. Et comme leur pays va gagner ce conflit, et que la Russie sortira vainqueur, et bien ces gens-là, ils vont réfléchir à leur position. Ils vont s'apercevoir qu'ils ont été maltraités dehors et de toute façon ils vont avoir envie de se rapprocher de la Russie. Et même si c'est pas le cas, ça va permettre la création en fait de super communautés russes partout. Il y aura un village russe à côté de Buenos Aires, il y a des gens en Asie qui s'installent, l'Asie centrale se remplit de Russes, en Turquie ça va être ultra russifié de plus en plus. Donc en Israël pareil. Donc de toute façon, partout en Eurasie, les quelques dizaines de milliers de Russes, centaines de milliers de Russes qui vont s'y installer, vont aider et vont être utiles à la Russie parce que ce seront des réseaux, des relais, des vecteurs, des gens qui auront de l'influence, des relais économiques pour du business dans la zone. Donc globalement, il faut voir aussi le bon côté des choses, c'est que tout ne va pas si mal et au contraire, les dynamiques qu'on vit, elles sont inattendues. Mais voilà, la prochaine fois que vous regarderez une émission sur LCI où on vous expliquera que c'est la fin de la Russie parce que tout le monde est parti, ben, vous vous rappellerez que sont sortis 300 ou 400 000 Russes sur hommes et femmes sur 55 millions de la tranche d'âge concernée. Et que donc ben, la Russie est très loin de s'être vidée. Sont partis les classes supérieures, elles reviendront parce qu'elles ont beaucoup d'intérêt économique en Russie. Voilà, et aussi une chose, c'est que les abandons de nationalité,
Ça c'est intéressant comme statistique. Il y a un peu moins de 4000 abandons de nationalité russe, ce qui est le chiffre régulier chaque année. Ça a été moins en 2020 le Covid, mais en 2019 c'était 4500. Et il n'y a qu'une quarantaine de personnes en Russie en 2022 qui ont renié leur citoyenneté russe. Donc en fait, l'opération spéciale sur ce plan n'a rien influé, elle n'a rien fait. Voilà, donc la situation réelle de la Russie c'est ça. Merci, abonnez-vous à ma chaîne, faites circuler cette vidéo aux journalistes français notamment. Et puis abonnez-vous à mon canal Telegram, à mes réseaux sociaux. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Frussien.